21h36, on va revenir sur cette affaire. Ce sont des informations du service police-justice de BFM TV. Ces 9 mineurs interpellés après 2 vagues d'interpellations déclenchées hier et ce matin après des agressions homophobes au cours de guet-apens qui avaient été tendus grâce à des sites de rencontres. On va en parler évidemment avec Laurent Valdiguier, qui est journaliste d'investigation magazine Marianne. Bonsoir Laurent, ravi de vous retrouver. On est avec Maître Mathias Darmon. Bonsoir. Bonsoir madame. Avocat pénaliste avec Fabrice Epel-Boin. Bonsoir. Bonsoir. Enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Laurent Valdiguier, on va peut-être commencer par rappeler les faits, ce qui s'est passé exactement. Oui, bien, à Aulnay-sous-Bois, il y a eu 2 vagues d'interpellations de jeunes mineurs. Ils sont entre 14 et 16 ans. La police est derrière eux depuis plusieurs jours parce qu'il y a eu une vague d'agression sur un même mode opératoire, un guet-apens homophobe. Un premier homme, le 14 avril, 27 ans, à Aulnay-sous-Bois, qui croyait avoir un rendez-vous galant via les réseaux sociaux ou via un site de rencontre. Et en réalité, il tombe sur cette équipe qui le met à nu, qui le viole, qui lui vole sa carte bleue et sa voiture. Alors, c'est des passants qui donnent un peu l'alerte. Il y a une première patrouille qui arrive, qui disperse un peu tout le monde, et puis qui sauve ce premier garçon d'une vingtaine d'années. Et puis 2 jours plus tard, dans la voiture. Là, cette fois-ci, pareil, alerte des voisins, une patrouille de police arrive et découvre un autre jeune homme, lui aussi victime d'un guet-apens homophobe, dans la voiture. Il y a une série la police prend les choses en main, j'imagine, travaille avec les caméras de vidéosurveillance d'Aulnay, etc., remonte sur cette équipe. Ça a donné ces 2 vagues d'arrestations hier et aujourd'hui. Quels sont exactement les profils de ces mineurs? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ceux qui ont été placés en garde à vue? Non, difficile à dire pour l'instant sur des jeunes de la cité, d'Aulnay. Et puis c'est vrai qu'on voit bien que c'est une pratique d'argent, pense-t-il, facile et sans risque, parce que c'est ça qui change c'est ça qui inquiète dans ces agressions homophobes qui se répandent, c'est cette idée qu'ils ne vont pas se faire prendre, que c'est facile de donner rendez-vous, de piéger quelqu'un, attiré par un rendez-vous avec un autre homme sur les réseaux. Tout ça s'est fait vite. Et pense-t-il, ça, ils leur voleront le téléphone, ils leur voleront éventuellement le numéro de carte bleue, c'est toujours ce qu'ils cherchent à faire. Et en réalité, pense-t-il, ils ne se feront pas prendre. Là, ils se sont fait prendre, ils sont 9. Et ils risquent des peines assez lourdes, parce qu'en réalité, les infractions pénales, même si c'est mineur, s'il y a l'excuse de minorité, sont des infractions pénales assez élevées. Qu'est-ce qu'ils risquent, maître? 20 ans de réclusion criminelle en théorie, avec effectivement le caractère mineur de ces personnes-là. Ça peut être divisé par 2, donc tout de même 10 ans pour des personnes qui ont entre 14 et 18. C'est une peine qui est très lourde. On est sur des crimes qui ont été évoqués. Alors précisément, il y a 2 enquêtes ouvertes, on est bien d'accord Laurent. Une première pour des chefs de tentative de vol en bande organisée, violence volontaire aggravée par 3 circonstances ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours. Et ensuite une autre enquête préliminaire. Et là, on parle des chefs de viol avec torture et actes de barbarie, vol en bande organisée à l'encontre d'une victime, et puis enlèvement, séquestration en bande organisée. À aucun moment, il n'est fait référence, maître, à la dimension homophobe de ces actes. Pourquoi? Parce que pour l'instant, l'enquête est en cours, elle vient de débuter, donc je pense que le parquet, le juge d'instruction qui sera saisi après par le procureur de la République va sans doute mettre en évidence le caractère homophobe de l'agression, et si l'ouverture est assez large pour le moment, et on aura cette circonstance aggravante du caractère homophobe qui viendra très sans doute après au moment de l'interrogatoire de première comparution des 9 mises en cause. On est avec Terence Katchadourian, à distance, secrétaire général de Stop Homophobie. Merci d'être avec nous. Monsieur Katchadourian, c'est un phénomène qui est difficile à quantifier et pourtant on a le sentiment d'assister à une explosion de ces actes homophobes tendus de cette manière-là, avec des guet-apens, il y a ces sites de rencontres. Est-ce que cette impression est juste ou est-ce que c'est une fausse impression? Alors d'abord, merci de m'inviter. Je suis désolé, je ne suis pas sur le plateau parce que je fais des veilles à l'hôpital. Alors, c'est pas difficile à quantifier. En fait, nous, malheureusement, on reçoit des signalements un peu de partout, que ce soit depuis les réseaux sociaux, soit du bouche à oreille, soit des victimes et des témoins, etc. Donc, il y en a
au-delà de ce que vous imaginez. Par exemple, ce matin, je passais sur France Info et j'ai lancé un appel par hasard en disant n'hésitez pas, on est là, on peut vous écouter. N'hésitez pas, on sait que vous avez peur de déposer plainte, mais contactez-nous. Et ben, j'ai eu en 1 heure une douzaine d'appels, dont une dame de 70 ans qui elle-même a été victime de guet-apens, pour vous dire. Donc non, c'est quantifiable. Et en fait, pourquoi les mineurs le font? Ben, écoutez, moi je vais remonter en fait, si vous m'autorisez. Nous, on fait des veilles en fait sur les réseaux sociaux depuis 2012, 24 heures sur 24. Et moi, j'ai vu ce phénomène exploser en fait en 2016-2017 et extraordinairement en 2018 avec Periscope. On voyait tout ça en live, on a prévenu, on expliquait, mais en fait, ça passait inaperçu jusqu'à ce que maintenant, vous voyez qu'il y a ils se mettent en groupe de 9, 10, 11, mais en fait, ça a toujours été le cas en réalité. Hein. En 2018, il y en avait déjà un qui organise ce genre de canular avec 20, 30, 40 followers et ils avaient 3000, alors le but c'était de faire le buzz. Ensuite, ils se sont dit effectivement, comme il n'y a pas de dépôt de plainte assez facilement, parce qu'ils choisissent les victimes en plus, c'est pourquoi il n'y a pas vraiment de dépôt de plainte. Ils choisissent là, par exemple, dans la dizaine de personnes qui m'ont appelé, il y a des gens qui sont des couples mariés. Donc en fait, la personne n'ose pas dire, voilà, elle n'ose pas rentrer encore en procédure et avoir moins à développer ce qui s'est passé devant un policier. Mais Donc, Terence Chatchadourian, est-ce que les hommes gays ou présumés gays sont quand même les principales victimes de ces agressions? Ah oui, ben oui, parce qu'ils sont plus, parce que c'est vulnérable. Parce qu'en fait, comme on touche à l'aspect justement sexualité, relations amoureuses, on est dans le moment, par exemple, le monsieur un autre qui m'a appelé, m'a dit qu'il n'osait pas déposer plainte parce qu'il se sentait complètement idiot d'être tombé dans ce piège-là. En fait, on est à un moment où on est super sensible, super vulnérable. On est en recherche d'amour, alors évidemment, on baisse toutes les gardes. Et puis on se dit, bon, on accepte au plus vite parce on est isolé. Donc évidemment, alors oui, les personnes homosexuelles, enfin, celles qui se manifestent, celles qui acceptent de déposer plainte sont plus visibles, effectivement, les personnes homosexuelles entre 20 et 30, 40 ans, parce que derrière, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a aussi maintenant l'aspect financier. Ils se disent qu'on va avoir une carte bleue, on va pouvoir voler une voiture, on va pouvoir... Évidemment, ça aussi, ça joue. Voilà. Fabrice Epelboin, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on a le sentiment qu'on a affaire à des sites qui sont conçus en fait pour protéger l'identité de leurs utilisateurs et leurs utilisatrices, qui parfois aussi est un avantage pour ceux qui se rendent sur ces sites. Mais du coup, l'usage, oui. rend très compliqué de retrouver ceux qui commettent... Non, pas du tout. Non ? Non, en aucun cas. Vraiment, c'est une procédure judiciaire assez classique. De la même façon qu'on peut retrouver l'identité de quelqu'un qui utilise un compte Twitter, on peut utiliser la même procédure pour retrouver quelqu'un qui utilise un compte Grindr ou un compte Dieu sait quoi. Grâce aux fameuses adresses IP, c'est ça ? Entre autres, grâce aux fameuses adresses IP, c'est une séquence technique un peu plus compliquée que ça, mais ça ne pose absolument aucun souci. C'est juste une procédure judiciaire qui se fait d'ailleurs quotidiennement. Après, il y a le manque de moyens de la justice, mais dans ce genre de cas, là, on est quand même sur torture, acte de barbarie. Il n'y a absolument aucun doute que ce soit Grindr ou Dieu sait quoi, est fourni le plus précisément possible. Ils sont obligés de le faire ? Non seulement ils sont obligés, mais il n'y a absolument aucune raison d'imaginer qu'un site qui est fait pour les rencontres homosexuelles ne collabore pas avec une investigation pour des actes d'homophobie. Là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Comment ils ont été retrouvés? Comment on a retrouvé leurs traces dans Valigué? Ceux-là, d'aujourd'hui, j'imagine par les caméras, par les téléphones, et puis par l'enquête dans la cité, c'est une enquête locale. Là, il y a un procès qui s'est ouvert à Paris c'est un cas de figure, c'est le concours de circonstances du calendrier judiciaire. C'est un procès qui s'est ouvert aujourd'hui avec 3 personnes qui sont renvoyées pour avoir justement fait ça à 2 reprises en janvier dernier. Ils ont fait ça une première fois avec un homme du 20e arrondissement et une deuxième fois dans la nuit suivante, quasiment avec un autre. Même mode opératoire, pareil, rendez-vous sur un site de rencontre. Ils arrivent, ils attachent la victime. Tout de suite, ils lui prennent tout ce qu'il a. Ils lui demandent son code, etc. Là, les policiers l'ont attrapé les premiers parce qu'ils étaient gantés. Ils avaient à peine laissé un numéro de téléphone qui n'était pas le bon sur le site internet. Il aurait été possible, par l'adresse IP, mais ça aurait été un temps fou de remonter sur l'ordinateur qui avait fait ça. Encore que s'ils avaient fait ça dans un cybercafé, ça aurait été plus difficile. Là, les policiers ont fait une enquête à l'ancienne avec les caméras de vidéosurveillance. Ils ont suivi la personne masquée jusqu'à un McDo où elle a enlevé sa cagoule. Avec le visage de la personne, ils l'ont identifié, et avec l'identification couplée à un numéro de téléphone, ils sont tombés sur son père. Donc là, en fait, une enquête avec des méthodes plus classiques à l'ancienne.
qui ont permis de les arrêter. Vous, Mathias Darmon, vous êtes l'avocat de l'association Innocence en danger et vous dites que ce type de site, il faut absolument les fermer. Oui, enfin, il y a différents types de sites. On a évoqué très récemment Grindr, Coco. Coco.gg, qui est effectivement un site de chat dont l'utilisation est particulièrement simple et qui est propice au guet-apens. Là, on est sur des sites de rencontres un peu plus spécifiques que Coco.gg. Ce qu'il faudra absolument, c'est une vérification d'identité en fait des personnes qui s'inscrivent. Ça faciliterait les choses. Ça empêcherait d'avoir ce type d'événement en vérifiant qu'on a effectivement une personne de tel âge, de tel type, et ça éviterait d'avoir des guet-apens qui se reproduiraient encore une fois. Précisément, au-delà de la vigilance, lorsqu'on est sur un appli de rencontre ou sur ce genre de site, comment est-il possible de réduire les risques? Que faut-il faire? Le bon sens. Un homosexuel qui accepte un rendez-vous galant au Vaux-en-Velin, en Seine-Saint-Denis, c'est idiot. Est-ce que vous iriez dans un rendez-vous galant avec un inconnu au 3e sous-sol d'un parking en banlieue? Non. C'est vraiment ça relève du bon sens. Ces agressions explosent depuis maintenant, de ce que nous disent les spécialistes. Alors, pardon, mais je repense à un témoignage d'un adjoint au maire de Montreuil qui était sur ce plateau tout à l'heure et qui lui racontait qu'en fait, on lui avait donné rendez-vous dans un parc. Ça s'est pas passé en Seine-Saint-Denis au 3e sous-sol d'un parking. C'était dans un parc et en l'occurrence, on l'a amené dans un endroit. Est-ce que c'est aussi simple que ça, le bon sens? Oui, j'en ai peur. Je dis pas que la situation est en quoi que ce soit satisfaisante, mais Montreuil jusqu'à nouvel ordre, c'est en Seine-Saint-Denis. Effectivement, c'est pas un endroit dans lequel des homosexuels peuvent se fréquenter en toute impunité. C'est dangereux. C'est clair et net. Donc vous, ce que vous dites, c'est que c'est plus un problème de localisation, en fait? Je dis que c'est un problème de société. Grave, lourd. Et une régression terrible. Mais très concrètement, si on veut se prémunir de ce genre de risque, était votre question, le bon sens, effectivement, il faut se méfier. Il y a certains endroits qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. C'est valable pour les femmes comme pour les homosexuels, comme pour tout un chacun, mais particulièrement pour les femmes et les homosexuels, oui. Laurent? Oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a des choses à ne pas faire. Mais vous savez, dans un autre registre, parce qu'il n'est pas du tout violent, il n'y a aucun contact avec la victime et les fameux brouteurs, c'est-à-dire ces escrocs qui en général sont c'est ça, on peut s'en prévenir avec quelques règles assez simples. En réalité, c'est une escroquerie à la rencontre au départ. Donc, c'est des actes de barbarie, de la torture. Là, oui, c'est une escroquerie. Mais là, c'est absolument pas une escroquerie. Je pense que si vous avez envie d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, où que ce soit, ça peut dégénérer en réalité. Donc, oui, du bon sens. On a de torture et d'envieux. Oui, bien entendu. Mais ce sera le mot de la fin. Si je peux me permettre, au-delà du bon sens, je pense qu'il y a aussi un rôle de prévention qui est à mettre en place sur les applications, sur les différents sites. Typiquement, prenez vos précautions, évitez de sortir à tel jour, telle heure, dans tel endroit. Ça serait important, je pense, de ce point de vue-là, peu importe le site, peu importe le type d'application. Qu'on accompagne. Un petit message, quelque chose qui explique que voilà, ce serait pas forcément une bonne idée d'accepter ce rendez-vous à ce moment-là et éventuellement de le reporter si c'est possible. Ce qui est dangereux dans l'anonymat, c'est la dangerosité de l'anonymat qui fait croire à tout le monde qu'on ne risque rien. Oui. Le sentiment d'impunité. Voilà. Merci à tous les trois.